Chers compatriotes d'Algérie, maintenant je passe aux chiffres de la loi des finances 2025 et les chiffres de loi des finances précédentes de 2016, 2018, 2019, 2020, 2021, 2025. Je vais démonter les objectifs d'Emmanuel Macron en Algérie. Je vais les démolir. C'est mon objectif de défendre ma patrie et de défendre, du moins, d'être aux côtés de mes compatriotes algériens est là. Mais je me concentrerai dans certaines simulations, dans certains scénarios que j'ai élaborés pour détruire les objectifs d'Emmanuel Macron. Mon autre objectif restera toujours l'un des objectifs, j'allais dire cardiaques, de cœur de Hussein Ahmed et d'autres compatriotes algériens. La démocratie, les droits de l'homme, la paix, la majorité de l'Algérie et le maintien de l'intégrité du territoire. J'ajouterai ces documents à ma présentation. Mais j'ai des notes additionnelles que j'ai rajoutées hier soir, etc. Malheureusement que je ne peux pas rajouter immédiatement. Dans la présentation des chiffres, comme je l'ai dit à Emmanuel Macron, je parlerai de la comparaison entre le dinar algérien et le franc CFA. Que j'avais le glissement, pas le glissement, la chute du dinar algérien que j'avais prédite en 2015. Aujourd'hui, il y aura juste des chiffres bidons, là, du moins des chiffres bidons, des chiffres faciles à interpréter, à analyser, à comprendre, en introduisant quelques critères, quelques calculs élémentaires, etc. Mais pour l'aspect mathématique, je vous renvoie à mon analyse de l'impact de la dévaluation du dinar en 2015. Donc, dans les chiffres qui suivront, j'ai introduit le taux de change. Que ce soit taux de change dinar-dollar, c'est-à-dire au certain dinar, ou bien le taux de change au taux de change au dollar certain. C'est banal, ça c'est banal. Ne vous inquiétez pas pour ça. Là. Vous avez tous remarqué l'absence depuis au moins 5 ans du gouverneur de la Banque centrale d'Algérie et de son comité sur le crédit et la monnaie. Absent complètement de l'information. Ça, c'est sûr. Donc, je le répète, comme je l'ai dit en 2015, la Banque centrale d'Algérie doit être appelée le four crématoire, la chambre à gaz des Algériens. Les commentaires que je ferai sur la base de ces chiffres, ils sont globaux. Aller dans le détail demande beaucoup de temps, demande beaucoup de compétences. Pour ces données, j'ai déposé tout un dossier à la Banque mondiale et au FMI en 2022 à Washington. Je suis parti, je les ai déposés. Comme j'ai déposé un dossier sur les droits de l'homme et le développement au niveau du PNUD.
L'information qui m'a manqué le plus, l'information qui me manque pour faire des calculs un peu plus détaillés, hein, c'est la population algérienne. J'ignore quelle est la population algérienne, même s'ils ont fait un recensement de la population, là. Je l'ignore. Est-ce que la population algérienne est de 45 millions, de 46 millions, de 47 millions, de 48 millions? Parce que la démographie algérienne est une arme qui sera retournée contre la nation algérienne. Commence. Les chiffres qui sont ici, en haut, dans la partie haute, sont en dinars courants. Ce sont des chiffres des lois des finances. En bas, en rouge, c'est-à-dire ça, c'est la transformation de ces dinars en dollars US, avec un taux de change de 0,0074. Ça fait très mal de dire que le dinar algérien vaut 0,0.0, pardon. Ça fait très mal de dire que le dinar algérien vaut 0,0074 dollars US. Alors qu'en 1964, la valeur du dinar était supérieure à la valeur du franc français. Le franc CFA, toujours en dollars US, vaut 0,0016. J'allais dire qu'ils sont presque identiques. Avec un dinar algérien, il n'est possible d'acheter que 4,625 francs CFA. C'est-à-dire la monnaie d'Emmanuel Macron au Mali, au Niger, au Tchad, au Sénégal et un peu partout là. En dollars US, hein. Le voici. En 2025, le budget de la présidence de la République est de 550 662 964 dollars US. 550 662 964 dollars. Une moyenne de 1 508 666 dollars par jour. 554 662 964 divisé par 365 jours, vous allez trouver 1,5 million de dollars par jour. Est-ce qu'il y a des fonctionnaires, des salariés, des employés de la présidence de la République et des services rattachés à ce machin-là qui s'appelle présidence, qui dînent à Los Angeles et reviennent le matin pour travailler 1 heure et repartir dîner à Miami? Maintenant, sachant que les occupants de la conciergerie d'Emmanuel Macron, qui est El Mouradia, ont changé en 2019. En 2019, le budget de la présidence de la République était simplement de 60 844 435 dollars US. 60 millions. En 2025, il est de 550 millions, 662, etc. Ça, c'est en 2019.
en 2019, c'était la fin d'un cataclysme, du moins d'une catastrophe. En 2019, c'était la fin d'une catastrophe. Et comme je l'avais dit à plusieurs reprises, y compris au précédent chef d'état-major, quand il avait conduit ce changement, je lui ai dit que vous allez vers un cataclysme. Voici. 2019, hein, ça fait très mal, hein, 2019. 60 millions de dollars, 60,9. 60 millions de dollars. C'est énorme. En 2025, c'est 550,7 millions de dollars. Waouh! En 2025, écoutez, hein, en 2025, le budget de la présidence, 550 millions 662 964 dollars US, est sensiblement égal, hein, sensiblement égal à celui de la justice en 2016 et 2018. 543 millions de dollars, 551 millions de dollars et 561 millions de dollars. Mais une présidence, une conciergerie de Macron a un budget égal à celui de la justice d'avant le cataclysme, pardon. Ça c'est le budget des Moudjahidines. En 2020, le budget des Moudjahidines a augmenté, le voici, 1 milliard 862 millions, etc. Les chiffres. 1 milliard 862 millions 158 540 dollars US en 2025. Il a augmenté de 121 millions 710 144 dollars US. Hein. Vous faites la différence. 1 milliard, 1,8 milliard de dollars moins 1,7 million de dollars, vous allez trouver la différence. Est-ce que le nombre de Moudjahidines a augmenté? Ou bien, alors que naturellement, le nombre de Moudjahidines devrait diminuer. Par la loi de la nature, par la loi de la vie, par les lois divines. Ou bien, est-ce un business des ayants droit qui a augmenté? Est-ce que les ayants droit, maintenant, suffit-il de dire que je suis l'arrière-petit-fils ou le cousin de la tante maternelle, de l'oncle paternel, pour être un ayant droit? Ouais. Je comprendrai qu'il y a l'augmentation de la pension des Moudjahidines. Pas de leurs ayants droit, d'un point de vue politique et d'un point de vue économique. L'augmentation de la pension des Moudjahidines est compréhensible. Des Moudjahidines, pas de leurs ayants droit. Parce que, avec les autres, là, les médecins que je vais aborder tout à l'heure, ils vont alimenter l'inflation, là. Et l'inflation, elle va massacrer toute une bonne partie de la population algérienne, plus que les pauvres. Ah, de 2021, le budget de la santé par rapport à 2021, dans la loi des finances de 2025, le budget de la santé a augmenté de 153,48%. Il a augmenté
de 153,48%. La population algérienne a augmenté, la démographie algérienne a augmenté. D'accord. Mais dans une proportion infinitésimale comparée à cette croissance du budget de la santé. Mais maintenant, en disant le budget de la santé a augmenté de cette façon, je l'aborderai un peu plus en détail là. Hein. Rapidement, d'un point de vue comme ça, hein, très superficiel. Ça veut dire que tout ce qui a été claironné en termes d'investissement dans la santé, dans la production pharmaceutique, etc., était plus de la connerie. Relevait plus des âneries. D'accord? Que d'autres choses. Une autre certitude. Le nombre de malades sans soins ou avec des soins inefficaces est parti en roquette en Algérie. Ça, c'est ce qu'on a dit. Ça pourrait être une cause de cette augmentation vertigineuse. Alors que il est de l'autorité publique. Les puissants, les galonnés, les pistonnés se soignent à l'étranger. Alors que la plèbe, mes compatriotes en Algérie, lancent des appels pour des cagnottes sur le web, lancent des appels au secours via le web. Sans faire parce que je parlerai tout à l'heure de la discrimination entre les malades, sans faire de discrimination entre les malades. Il est insupportable de voir un enfant pleurer de douleur. Son père, sa mère, ses frères, ses oncles, toute la nation algérienne est incapable de faire quoi que ce soit pour lui. Avec ce qu'a dit Emmanuel Macron dans son discours, exportation de la médecine, de la santé, du système sanitaire français, Emmanuel Macron. L'exportation de la santé, des services de soins, etc. Donc, c'est le marché de la santé, ce sont les soins qui seront ouverts à l'intervention des étrangers en Algérie. C'est-à-dire les médecins français, allemand, espagnol, il y a le problème de langue, il y a le problème de Tamazirt. Les médecins cubains qui travaillent déjà en Algérie interviendront plus souvent en Algérie et ils seront payés. Bon. Est-ce qu'il y aura un peu plus, beaucoup plus, de malades algériens qui seront transférés où? En France? C'est une hypothèse plus que probable. Pourquoi? Parce qu'il y a des conventions entre les deux sécurités sociales. L'assurance maladie. En parlant de sécurité sociale et d'assurance maladie, ça veut dire que c'est le système de l'assurance maladie en Algérie qui sera complètement démoli. Okay. Ça, c'est un côté. D'un autre côté, vous avez tous remarqué l'absence du FMI et de la Banque mondiale dans l'APS, hein, pas dans les journaux, hein, pas dans les journaux, dans l'APS. Ça veut dire qu'en arrière-plan, ils ont ordonné ce qui est appelé en économie, là, du moins, hein, ils ont imposé le processus d'extraction de la valeur
c'est-à-dire en Algérie, pour décharger le système sanitaire public, on envoie des malades vers le privé. Ça se fait. Quand j'étais en Algérie, je l'ai vu. Des personnes qui me sont très chères ont été soignées dans le privé en Algérie, transférées du secteur privé vers le secteur de la santé publique. Et il y a tout un problème derrière, soit de discrimination, de l'assurance maladie. L'erreur médicale, qui la paiera? Que? Chers compatriotes d'Algérie, vous qui êtes intéressés par l'économie de la santé, etc., je vous recommande de lire les derniers ouvrages publiés par deux économistes, une américaine et une anglaise. L'américaine, c'est Stephanie Kelton, et l'anglaise, c'est Mariana Mazzucato. Son nom fait italien, mais elle est anglaise. Elle intervient même aux États-Unis d'Amérique. Ces deux économistes, de mon point de vue, sont bien placés pour recevoir le prix Nobel d'économie dans le très court terme. Donc, le FMI et la Banque mondiale, en imposant ces processus dits d'extraction de la valeur, ils imposent aussi ce qui est appelé très simplement l'externalisation des soins. Je reviendrai sur la santé, avec des chiffres de la santé. Avec un tel budget qui est passé de 3 milliards de dollars, maintenant j'enlève les millions de dollars là, les centaines de millions de dollars là, qui est passé de 3 milliards de dollars en 2020 à tout juste 4 milliards de dollars en 2021, il est passé à 10 milliards de dollars. Question à combien de milliards de dollars? 10 milliards moins 4 milliards, je dirais 6 milliards, 10 milliards moins 4 milliards, c'est 6 milliards de dollars entre 2025 et 2021. Il y a une différence de 6 milliards de dollars. Question à 5 milliards de dollars. Oui, question à 5 milliards de dollars. Est-ce que les soins en Algérie seront améliorés? Est-ce que la qualité des soins sera améliorée en Algérie? Est-ce que la compétence des personnels médicaux, des personnels médicaux et paramédicaux sera améliorée? Est-ce que les infirmiers, infirmières, les laborantins, etc., les analystes de sang, etc., et puis, est-ce que les médecins spécialistes, est-ce que les professeurs subiront des formations de recyclage? Est-ce qu'il y aura plus d'entretien des hôpitaux? L'entretien des hôpitaux, est-ce qu'il y aura un recrutement d'agents d'entretien des hôpitaux, là? Ou bien, est-ce que le nettoyage des hôpitaux, la salubrité des hôpitaux, sera confiée à du privé? D'accord? Maintenant, je reviens à la santé. D'abord, je l'ai traité en 2014 dans les impacts économiques de Tamazight, la santé. Un malade qui ne parle qu'arabe, qui ne parle que Tamazight, s'adressant à un médecin, à un spécialiste, à un professeur qui ne parle que français, un problème.
quelle que soit la compétence des personnels médicaux, il y aura des problèmes. Okay? Le traitement risque de durer plus longtemps et de coûter plus cher. Le traitement, c'est-à-dire la souffrance du malade, va durer plus longtemps et le traitement coûtera plus cher. Ça, c'est... Est-ce qu'un droit des malades existe en Algérie? Le droit des malades existe en Algérie. C'est-à-dire, est-ce qu'un malade a les structures à qui il pourrait s'adresser pour dénoncer un mauvais traitement? Ou bien pour dénoncer un mauvais traitement au sens où des soins lui ont été refusés, ou bien de mauvais soins lui ont été appliqués. Le droit des malades. Il y a assez longtemps, dans un cadre strictement théorique, je l'ai dit et je le répète. Je l'ai dit en 2018, quand les médecins, quand les personnels médicaux ont fait grève. Il y a eu une augmentation des salaires pour tous les médecins spécialistes, professeurs. Il y a eu une augmentation des salaires pour certaines catégories, pour une catégorie du personnel médical. Ce qu'elle est mérité. Ce qu'elle est mérité. Voilà. Dans un cadre très théorique, très théorique, à l'Université de Montréal, j'ai travaillé sur le programme québécois, provincial, de la subvention, subventionnée, la fécondation in vitro. Il a été mis au point, mis en œuvre plutôt, ensuite il a été suspendu. Il fallait voir ce que son abolition, sa suspension, abolition, sa suppression était économiquement défendable. Ça, c'est le truc. Ça, j'ai travaillé dessus. J'ai vécu une partie, quelques années en Ontario. Suivi médical, qui a commencé par, je pense, une otite. Problème comme ça, d'otite, je pense, si mes souvenirs sont bons. Passé à l'hôpital, un hôpital de quartier, là. Les deux médecins, un médecin m'a pris, ensuite c'est un autre médecin qui a pris le relais, etc., etc., etc. Il me dit, monsieur, vu votre âge, vu ceci, cela, on va vous faire un bilan. Pas. Descendant d'une branche familiale très diabétique. Monsieur, vous menacez de faire du diabète. Bon, actuellement, je ne suis pas diabétique. Mais je menace de faire du diabète. Sauf que pour éviter ça, bon, je ne mange plus de sucre, par exemple. Ensuite, problème de l'oreille. Bon. On m'a envoyé chez un professeur à l'hôpital, dans un hôpital de Toronto qui s'appelle Mount Sinai Hospital. L'hôpital du mont Sinaï. Sinaï, le Sinaï de la Palestine, là, ce territoire qui existe entre la Palestine, l'Égypte, la Syrie, etc. C'est toutes ces histoires. Le Sinaï, la guerre de Sinaï, etc. C'est Mount Sinai Hospital. N'empêche pas, bon, rien de grave, monsieur, un petit traitement de rien du tout, et je suis parti là. En Ontario, depuis que j'ai commencé à être pris en charge par la santé publique de l'Ontario et pas du Québec. Le Québec était un autre cas. Je dirais deux mots. De l'Ontario. Des appels téléphoniques, des lettres, des emails me sont envoyés pour détection du cancer. Voilà, vous partez
dans un hôpital intel ou bien dans une clinique, un hôpital privé, public ou privé. Hein. Intel, vous allez subir ça, 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 ça. Ben, j'y vais. Dieu merci. Oh, ça c'est un truc. Fumeur, j'ai bénéficié d'un programme de sévrage du tabac qui n'a pas marché. Donc, mais c'est de ma faute. Mais gratuit. C'est-à-dire, on payait, du moins on payait, on ne donnait pas de l'argent, mais on donnait des produits médicinaux qui coûtaient plus de 50 $ la boîte pour que j'arrête de fumer. Ok. C'est vrai que je fume beaucoup moins qu'avant. Ça, c'est pour éviter que je développe un cancer. Parce que quand je développe un cancer, je me cancérise, je m'autodétruis, mais je détruis aussi le système de santé. Au lieu de soigner des malades plus importants, ils vont prendre en charge pour une maladie chronique et évitable. Est-ce que ce genre de programme existe en Algérie? Bon. Pour le je commence à tarder là. Pour le Québec, je le dis et je le répète, une fois pris en charge par les médecins ou les médecins spécialistes, c'est impeccable. Une fois pris en charge. C'est la suite qui devient moins impeccable. Si on vous recommande certains tests, certains examens plus pointus. Là, ça devient un peu plus compliqué. Okay? Est-ce qu'en Algérie, est-ce qu'il y a des programmes? Je reviendrai sur le programme du cancer. Le budget du cancer. Savoir qui est le cancer en Algérie maintenant. Est-ce qu'en Algérie, est-ce qu'il y a ce genre de programme-là? Est-ce qu'il y a des programmes pour les enfants scolarisés? Ils sont regroupés dans des écoles, dans des collèges, dans des lycées, à l'université, dans des écoles spécialisées, etc., dans des centres de formation professionnelle, etc. Il faut le faire, un test sur place, là, pour voir les risques de contagion, pour voir les risques de ceci et de cela, et cela. En Algérie, je le répète avec joie, des médecins français ont refusé de soigner un enfant algérien, une petite fille à l'époque. Ils ont refusé. C'était un cas tellement grave qu'ils ont refusé de prendre le risque avec elle, du moins avec cette jeune fille, avec cette petite fille, hein, cet enfant. À Alger, l'hôpital Parnay, clinique, on appelle ça clinique, La Prairie, à l'intérieur de l'hôpital Parnay. Le nom. Docteur Jalal. Chakar. Docteur Chakar. Jalal. Merci. Docteur Zakaria. C'est docteur spécialiste en pédiatrie. Merci, merci. C'est vous qui m'avez recommandé d'aller voir à la clinique La Prairie de l'hôpital Parnay, docteur Bachi et Draoui. Je passe sur les détails, Je les ai vus parce que la fille j'ai présenté l'enfant, la petite fille, comme étant ma fille. Docteur Bachi, docteur Draoui.
grâce à Abdrahman Taïbi. Vous avez opéré la fille, vous l'avez opérée. Une intervention chirurgicale qui a duré de 9h du matin, 9h30 du matin, jusqu'à 15h30, 16h, 15h30, 16h. Je suis revenu vers le bloc, cette émotion. Je suis revenu vers le bloc, j'allais et venir au bloc. Vous êtes sorti du bloc opératoire. Il dit, c'est bon, vous avez crié contre moi. Vous m'avez dit, c'est bon. J'ai rien dit. Je suis parti voir l'anesthésiste en chef. L'anesthésiste qui s'est occupé, je m'excuse, j'ai oublié son nom. Demandez s'il vous plaît, est-ce que l'enfant est vivant? Il m'a répondu oui. J'ai fui l'hôpital. J'ai été voir les parents de l'enfant. Elle est vivante, elle est opérée, elle est vivante. Et j'ai fui. À toutes ces personnes que je viens de citer, vous avez fait un travail formidable, merveilleux, magistral, professoral, divin. La fille est devenue maman. Maintenant, la fille est devenue maman. Ça, c'est pour dire que dans le système de la santé en Algérie, il y a du bon, il y a du bon et du très bon. Il y a de la classe. Il y a des chirurgiens du côté de Borges, que je connais. Je ne sais pas son nom. Ce qui passe, lui aussi, il fait des merveilles. Bref, je passe. J'ai donné un coup de main, je le répète, je l'ai dit en 2018. J'ai donné un coup de main à l'équipe de chirurgiens du professeur Meraji Boussad à l'hôpital de Kouba. Je le faisais après mes heures de travail. Sur certains chiffres, analyse de la chirurgie laparoscopique à l'hôpital de Kouba. Chirurgien Taïbi Abdrahman, c'est Abdrahman. Chef, est-ce que tu veux voir une opération? Un opéré? Est-ce que tu vas assister à une opération? Ah, je lui ai dit, bon, ben, épargne-moi ça là. Ouais. Moi, j'avais des douleurs atroces à la plante des pieds. Je fonctionnais avec du Voltaren, matin, midi et soir. L'équipe de chirurgiens devait voir le professeur Meraji Boussad. On monte dans les escaliers pour aller à son bureau. Il y avait, dans le groupe, il y avait le professeur Meraji, moi je ne connais pas. Donc, Abdrahman m'a présenté, chef, ceci, informaticien, etc., professeur Meraji, etc. Il me dit, pourquoi vous traînez le pied là comme ça, etc., etc. Il lui a dit, j'ai des douleurs atroces au niveau de la plante des pieds. Il me dit, ça va vous passer. Dans un petit écart de langage que j'avais repris là. Je me suis repris, lui ai dit, pas mal de professeurs m'ont dit la même chose. Et c'est vrai, hein. J'ai vu d'autres professeurs. Un peu truc. Là, ensuite, pour me ressaisir, je lui ai dit, est-ce que je peux me permettre avec vous, est-ce que je peux me permettre un petit écart avec vous, juste un petit écart? Il y a oui, allez-y. Ah, je suis ni médecin ni membre du personnel de l'hôpital de Kouba. Est-ce que je peux vous appeler Daboussad? Il y a oui, allez-y.
J'ai appelé Daboussad. Il a demandé, comme ça, en parlant, hein, on montait dans les escaliers, il avait demandé à Abdelrahman Taïbi, Abdelrahman, fais-lui une cervicale, une radio du cou, CV, etc., etc. Abdelrahman me dit, ça y est, tu es guéri. Tu es guéri. Bref. Tu es guéri. Rééducation intensive à l'hôpital même de Cuba. Rééducation intensive. Du coup. Et depuis, ça marche très bien. Donc, Daboussad. Respect. Salutations. Chapeau bas. Daboussad. Ma mère, Lima, a souffert pendant à peu près 3 ans. Oreille, elle n'entendait plus, etc., etc., etc. Toutes les analyses possibles et imaginables lui ont été faites. Diagnostic impossible. Professeur, médecin généraliste, médecin spécialiste, des professeurs, etc. Scanner de la tête, scanner des yeux, scanner de tout. Comment on appelle ça? Il y a un examen un peu plus sophistiqué qui se faisait à l'époque à l'hôpital de Babelwed. À l'époque, etc., etc. C'est tout. Regarde. Qu'est-ce qu'on peut faire? Maladie orpheline ou pas, quoi. Quelque chose comme ça. Mais comme ça, on discute dans des cafés, il est malade. Il me demande, Chérif, comment vas-tu? Ça va, mais ma mère est malade, elle a des maux de tête, elle a des maux des oreilles, etc. etc. Donc, ça, on a fait toutes les analyses, tous les bilans, tous les médicaments, etc. Il est que je te présenterai à mon oncle. L'hôpital de Béjaïa. L'hôpital de Béjaïa. Je m'excuse auprès de ces deux médecins, là, ces médecins spécialistes de Béjaïa. J'ai oublié vos noms. Je suis vraiment désolé. Hein. Je rentre. Je prends ma mère avec moi. On y va à l'hôpital de Béjaïa, reçu, etc. On rentre dans la cabine là, de consultation. Deux médecins, moi-même et ma mère. Ma mère ne parle que le kabyle de la vallée, c'est-à-dire d'Abbas. Les deux médecins ne parlaient que français. Le vocabulaire, le dialecte bougiote. Moi, un traducteur, interprète. Je parle le kabyle d'Abbas, un peu de français, etc. Allons-y. Fais-la parler. Chérif, les deux médecins spécialistes que je salue du fond du cœur. Chérif, fais-la parler. Il parle de n'importe quoi, parle en arabe, en kabyle, en français, etc., etc. On parlait de tout. Des amours du imam avec mon père, toutes les salades, hein, toutes les salades dont elles ont passé, ce qu'elle allait leur offrir, etc. Offrir s'ils venaient chez nous, etc. Le qahwa, le maqroud, ifkitarat, etc. Sekso, aghroum, lahmis, je ne me souviens plus des mots là. Les deux médecins spécialistes souriaient, riaient, etc. Chérif, continue à la faire parler et tu fais la traduction. Ima s'est sentie à l'aise, elle me dit, Ami, oh, dis-moi. Quand il me dit ami, c'est Dieu qui me parle. Donc, ami, innocent, à chaque fois que je fais la traite de la chèvre, on avait une chèvre à la maison, à chaque fois que je sortais de l'écurie, j'éternue. Chaque fois, elle éternue. Donc, diagnostic, voilà, docteur, elle vous dit ça, ça et ça et ça. Donc, c'est bon, arrêtez. Il y en a qu'on arrête. Elle est guérie. C'est une allergie. Depuis qu'on n'a plus de chèvre, du moins depuis que ma mère ne faisait plus la traite de la chèvre, depuis qu'elle ne s'approche plus des caprins, ma mère se porte très bien. Moins de douleurs aux oreilles,
Les yeux, bah, prendre de l'âge, Ima, je t'adore. Ima, ta bénédiction pour tous. Ah, c'est guéri. Voilà. De la compétence, s'il y en a en Algérie. Ça me fait du bien de parler de mon pays comme ça. Mais ça me fera mal encore quand je passerai de ça. De la suite. Bon, il y a un professeur en neurochirurgie. J'allais l'oublier. Professeur Sadib Louise. Où êtes-vous? Où êtes-vous? Les Algériennes et les Algériens qui sont malades ont besoin de vous et de toutes ont besoin des compétences comme la vôtre, de la compétence de tous les médecins spécialistes et professeurs que j'ai cités. Ils ont besoin de vos compétences. La nation algérienne, elle souffre. Un fonds de lutte contre le cancer de 476 900 787 dollars US est mentionné dans ce chiffon qui s'appelle loi des finances. Je suis heureux en 2 fois. Je suis heureux. J'en ai parlé, je l'ai suggéré plus d'une fois, sans être nombriliste. Je suis heureux qu'il y ait un tel fonds. L'idée de suggérer un fonds pour le cancer est venue plus de ce que j'apprends, de ce que je connais ici au Canada. Et du décès de l'écrivain, la poète, doctorante en économie, Dahlia Louise. Elle est décédée d'un cancer du sein. Bon, vous avez fait un programme de 476,9 millions de dollars pour le cancer. Les diabétiques, les asthmatiques, et toutes les personnes qui sont atteintes de maladies chroniques. Est-ce qu'elles ont droit ou pas à une prise en charge, à des fonds comme ça, qui vont financer la recherche, qui vont faire des études, etc., etc. Un fonds, ça fait aussi des études. Est-ce que les enfants qui ont 9 ans, 10 ans, qui ont 4 ans, 5 ans, qui souffrent d'insuline, de diabète, qui se font traiter à l'insuline à partir de 7 ans, 6 ans, 7 ans. Les enfants qui se font traiter l'asthme à partir de 5 ans, 6 ans. Tous les malades chroniques, est-ce qu'ils ont besoin? Ils ont besoin aussi. Tous les Algériens atteints de malades chroniques ont besoin de prise en charge. Et une prise en charge gratuite. Faudra-t-il changer de catégorie à ce type de malade? Aux cardiaques, aux diabétiques, aux asthmatiques, aux personnes atteintes d'un cancer évolutif. Faut-il changer de leur changer de catégorie, le médecin? Plus que des malades. Ils sont malades handicapés. Okay. Combien d'assurés sociaux sont recensés en Algérie et combien paient leurs cotisations? Chers compatriotes d'Algérie, Barack Obama, avant de quitter, durant la deuxième partie de son mandat, etc., a mis au point l'Obamacare. Lisez Georges Akerlof, prix Nobel d'économie, et ce qu'il a dit sur l'Obamacare. D'un point de vue économique, un programme
qui risque de se casser la gueule en 2025-2026. Se cassera la gueule pour des problèmes de budget. Hein. Ok. Lisez tout ce qui se dit sur le NHS, the National Health System, en Angleterre, en Grande-Bretagne. Démontré par les conservateurs, ils veulent soigner le NHS. Ici au Québec, c'est la même catastrophe que le NHS, National Health System. Ils viennent de privatiser une bonne partie, d'externaliser une bonne partie des services de la santé publique au préfet d'une agence dans laquelle vont s'immiscer d'autres. Quelque chose peut-être maintenant d'un peu plus très général, de très théorique. Est-ce que les hôpitaux algériens deviendront des organismes à but lucratif? Hein? Est-ce que les hôpitaux algériens deviendront des organismes à but lucratif? It means business. D'accord. À tous les médecins spécialistes, à tous les économistes, à ceux qui font de la politique, ceux qui font de la politique, est-ce qu'il y a un marché de la santé en Algérie? Est-ce qu'il y a un marché des soins en Algérie? Le marché des médicaments, il existe, il est là, il est désastreux, il est criminel. En cassant la pharmacie centrale algérienne, en donnant tout ça à Pfizer et autres, etc., vous l'avez cassé. Ça, c'est le marché des médicaments. Je le mets de côté. Hein. Le marché des équipements. OK? Marché des soins. Est-ce qu'un Algérien peut sortir, aller en bonne santé, hein? Aller dans le café, dans le Tajmah, dans le marché, monsieur, est-ce que tu peux me donner ta maladie et je te donne 1 million de dinars. Je te paye 1 million de dinars. Donne-moi ta maladie, je te donne 1 million de dinars, etc. Et moi, je vais me soigner, je vais partir me soigner. Oh, où est-ce que tu vas te soigner? Ça, c'est mon affaire. Non, il n'existe pas. Ça n'existe pas, ça. Est-ce qu'un malade peut vendre sa maladie? Même s'il a les moyens financiers, il ne peut pas vendre. Combien coûte une maladie? J'ai la gale. Monsieur, je te donne 2 millions de dinars et tu me prends la gale. Que ça existe. Est-ce que c'est possible? Oui. Mais est-ce que ça existe? Non. Vous entendez des malades, ils souffrent tellement qu'ils vous disent, je peux donner mon bras, je peux donner mon cœur, je peux donner un poumon, je peux donner un organe. L'essentiel, c'est que je guérisse. Okay? Est-ce qu'il existe ce marché? Non. Il n'existe pas. Il y a un aspect que je ne toucherai pas. L'intégrité du territoire, de ma patrie est primordiale pour moi. Il y a un aspect... j'en ai parlé, hein, j'en ai parlé en 2018. Probablement que je le regrette. Maintenant, j'ai parlé. Maintenant, je reviens à ça. Ces chiffres. Je m'excuse, je suis de dos. Donc, voici la présidence. Voici la défense nationale. Maintenant, après, je vais aborder la défense nationale. 2016, 8,2 milliards. 2018, 8,2 milliards. Le même chiffre. 2019-2020, ça je l'ai signalé au FMI, à la Banque mondiale, 9,1 milliards, 9,1 milliards, 9,1 milliards sur 3 années. En 2025, il passe à 24,7 milliards de dollars. OK?
Le budget des Moudjahidines, j'en ai parlé. Le budget de la santé, j'en ai parlé. Ça, j'en ai parlé. Voilà. Ça, c'est la loi de 2025. Maintenant, je vais passer, je vais voir un peu plus en détail certains chiffres. La loi des finances 2025 Algérie. La défense nationale, ce sont les mêmes. On dit nada. Regardez ça. Avec un taux de change comme ça de zéro, ça passe à 24 milliards, etc. Qu'est-ce qui s'est passé? Quand vous faites la somme de l'éducation et de l'enseignement supérieur, vous allez... éducation et enseignement supérieur, vous avez 2, ce montant-là, milliards 2492 milliards 207 millions 611 000. C'est des trillions, c'est 2,4 milliards de dollars. Hein. La somme de l'éducation supérieure, ils sont les trois maintenant. L'éducation, l'enseignement, l'enseignement supérieur, la santé, ça passe à 3,3533 milliards, etc. centimes. Quand on voit tous ces chiffres-là, l'augmentation des salaires qui ont été imposés est un crime contre les Algériens. Dépenses militaires maintenant. Les dépenses militaires, sur la base du budget que vous avez vu là, de ce 24,7 milliards de dollars, je fais une simulation. Le scénario 1, l'Algérie, celui-là, celui qui est devenu pas le bon Dieu, celui-là, celui qui fait, dont tous les généraux de l'Algérie ont peur. Tous. Parce que s'ils n'avaient pas peur de lui, ils auraient déclenché une révolution des œillets. Bon. Si l'Algérie, puisqu'il y a le Maroc là, à côté là, le Maroc qui fait dans les siennes, etc., bon. Scénario 1, des F-35, des Mirage 2000, MiG russes, des blindés US, des blindés français, des avions de transport de troupes, des sous-marins. L'Algérie, voici les prix à l'unité. Hein. Ce sont des prix tirés de sites internet spécialisés. Si l'Algérie achète ça, 15, 20, 3 et 3 et 3, elle va dépenser 4 milliards 508 millions de dollars. C'est très très loin des 24 milliards de dollars. Très loin. Donc l'Algérie va dépenser plus. Scénario 2. Elle n'achète pas 15, elle achète 30, 30, 30, 30. Elle passera à 11,8 milliards de dollars. On est très loin du budget de la défense nationale, hein? Les 24 milliards. Maintenant, quand l'Algérie achète dans le scénario 3, 50, 50, 50 et 50, 30, 30, 53, 50, 48. On arrive à 17,8 milliards de dollars. Là, il faudra ajouter les balles, il faudra ajouter de la pièce de rechange, il faudra ajouter junior si la formation est incluse ou pas, etc., etc. Il faudra ajouter un taux. Si pour chacun des scénarios, on fixe 5% de corruption, la corruption va
passer de 225 400 000 dollars si je passe à 25% ici. Pour le dernier scénario, elle va passer à 4 460 225 000 dollars. OK? Voici le budget de la défense. Maintenant, on va aller vers autre chose. Si, voilà, si, je vais réduire un petit peu la taille là, pour mieux voir les chiffres, pour moi. Si on fait l'éducation plus l'enseignement supérieur, ça va faire 58, c'est en dinars ça, hein. La défense, 68 milliards. Ah, il y a un tableau ici, pardon. Ici, quand on fait de 2016 jusqu'à 2025, ici, quand on fait la somme de 2016 jusqu'à 2025 sur 6 ans, hein, loi des finances de 2016, 2018, 2019, 2020, 2021, 2025, on trouve pour la présidence de la République, grâce au dernier budget de la présidence, là, de 550 millions de dollars, il passe à 857 millions de dollars. Bon, merci. J'espère que vous allez dire que c'est une erreur de calcul. Parce qu'il est préférable de dire que c'est une erreur de calcul, même s'il y aura de tirabichin dans la presse, dans les médias, certains parleront. Non, il vaut mieux reconnaître l'erreur de calcul que de laisser ce crime-là. Hein? Ouais. Donc, pour les 6 années, la défense, le budget de la défense, le budget des généraux, hein, a été de 68,6 milliards de dollars. C'est celui-là. Quand on fait l'éducation nationale plus l'éducation, l'enseignement supérieur, on trouve 58 milliards de dollars. Le rapport défense-éducation est de 1,18. OK? Les deux ministères, le ministère de l'éducation et du savoir, de l'enseignement supérieur, le budget de deux ministères est inférieur à celui de la défense nationale d'environ 10 milliards de dollars. Donc, quand on ajoute l'éducation, l'enseignement supérieur et la justice, le rapport descend à 1,10. Okay? Parce que les trois ministères, c'est 62,1 milliards de dollars. Le ministère de la Défense nationale pour les années listées est de 68,6 milliards de dollars. Ça, ce sont ces chiffres-là. Hein? Donc, au lieu de faire la concurrence à certains pays comme le Maroc là qui s'arment, etc., au lieu de faire la concurrence, inverser le rapport d'investissement serait meilleur. Investir dans l'éducation, dans la santé, dans l'enseignement supérieur, dans la justice, pour la démocratie, les droits de l'homme, le développement économique, mieux que de gaspiller le dollar algérien dans ces conneries-là, dans la connerie militaire. Ce n'est pas parce qu'un pays le fait que nous allons le faire. OK? Probablement en investissant dans la démocratie, la paix, les droits de l'homme, l'éducation, la santé, etc. Et la production, bien sûr. Dans la production de crayons, de cahiers, de livres, etc. Les pays qui courent vers les F-35, etc., cesseront de le faire. Ah. Non.
Je dois souffler un tout petit peu, chers compatriotes, je dois souffler un tout petit peu.